Bonjour, ici Dominique et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer votre cours en ligne. Si vous êtes formateur, freelance, consultant ou si simplement vous maîtrisez un sujet qui vous passionne et que vous souhaitez enseigner au plus grand nombre, vous êtes au bon endroit. Pour cet épisode de rentrée, j'ai invité Joseph Dogno. Joseph est consultant et formateur et sa spécialité, c'est la publicité sur Facebook. Joseph vient de sortir une nouvelle formation, enfin, plus exactement une V2 de sa première formation en ligne. Et dans cet épisode, il va nous expliquer la genèse de cette mise à jour, son organisation au quotidien pour produire son cours, ses outils, et bien évidemment, il nous donnera aussi des conseils pour la pédagogie, pour entretenir le lien avec ses étudiants. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Tout s'apprend. Alors, je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant Facebook Ads, consultant en publicité Facebook, et ça veut dire que j'aide des entreprises, que ce soit des startups, des PME, des grands groupes, ça peut aussi être des ONG ou des artistes. J'ai travaillé avec tout ce genre d'entités. Je les aide à développer pour les entreprises, développer leur business sur Internet. Pour des artistes, ça peut être les aider à vendre des places de concert, augmenter leur notoriété, des téléchargements de musique. Et puis pour des ONG, ça va être augmenter la visibilité, récolter des dons. Voilà, en gros, chaque entité va avoir des objectifs différents. Je les aide à les accomplir à l'aide de la publicité sur Facebook et Instagram. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Moi, je fais ça depuis... Alors, en tant que consultant pour des clients, je le fais depuis 2016. Mais j'avais commencé, moi, à faire de la pub Facebook pour mes besoins en 2014. D'accord. Et ces besoins, c'était quoi exactement ? À l'époque, c'était une newsletter sur les bons plans d'Istanbul, une sorte de My Little Paris pour Istanbul. Donc, j'avais testé plein de choses pour la faire connaître, et ce qui avait bien marché, c'était la pub Facebook. Et donc, je m'étais un petit peu intéressé au truc. Je trouvais ça en plus assez cool, le côté à la fois un peu créa, un peu analytique. Et ben voilà, je m'étais un peu plongé dedans, je m'étais formé tout seul, puis après je m'étais fait former par d'autres. J'ai dû abandonner ce projet malheureusement en 2016 parce que la Turquie est devenue un petit peu trop compliquée comme environnement de travail. D'accord, ok. Donc en fait, tu t'es formé sur le tas, tu as expérimenté, puis progressivement, tu as consolidé tout ça et aujourd'hui, tu vends ces prestations pour des clients, quels qu'ils soient. C'est exactement ça. Bon, bah c'est une bonne histoire, c'est bien. Alors aujourd'hui, si je t'invite, c'est parce que j'ai vu passer l'autre jour sur LinkedIn que tu préparais une deuxième formation sur, bien sûr, sur ton sujet de prédilection, la publicité sur Facebook et Instagram. Donc, ça signifie que tu en avais déjà fait une précédemment, il me semble. Donc, question toute simple, qu'est-ce qui t'a amené vers ce format qui complète un peu finalement ton offre de consulting autour de la publicité sur Facebook. Qu'est-ce qui t'a amené vers la formation en ligne ? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que ça complétait bien mon offre existante. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mes prestats en tant que freelance par de la formation. Et donc, j'ai développé un contenu de formation. Et puis, je l'ai fait des dizaines de fois pour des freelances, des entreprises, tous les gens que j'ai cités. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que il y avait du sens à prendre ce contenu que je faisais en live, en présentiel, à l'enregistrer, à le figer, et puis à le mettre en vente sur mon site. Ça a plusieurs avantages, c'est que d'abord, ça rend ma formation accessible à plus de gens, parce que avec le temps, j'ai augmenté mes tarifs en présentiel, parce que j'avais de plus en plus de demandes, et venant de boîtes qui pouvaient payer de plus en plus cher, donc ça m'arrangeait. Mais du coup, la formation était plus trop accessible pour des entrepreneurs ou des CM freelance, des social media managers freelance. Donc voilà, ça me permettait d'avoir une offre moins chère pour cette formation. Puis ça me permettait aussi de former des gens qui n'étaient pas forcément à Paris ou alors après moi je peux me déplacer, mais c'est des choses qui rajoutent au coût de la formation. Donc là, j'ai des gens qui suivent ma formation aux Antilles, en Polynésie, en Belgique, en Suisse, sans que j'aie à y aller. Donc je trouvais ça cool comme moyen de diffuser ce contenu auprès de plus de gens. Et puis de mon côté aussi, d'un point de vue business, c'est un bon business model la formation en ligne, puisque c'est comme on dit scalable à l'infini. Que j'en vende 1, 10 ou 100,
il n'y a pas beaucoup plus de travail de mon côté, si c'est évidemment du support, de l'accompagnement, mais je n'ai pas besoin de travailler 100 fois plus si j'en vends 100, alors que si je devais faire 100 formations présentielles, il faut que je sois 100 fois là. J'aimais bien ce business model un peu déconnecté de mon temps de travail. D'accord. Et donc du coup, ça c'est pour la première formation. Donc là, tu viens de terminer la nouvelle formation. Et par rapport en fait, c'est pas vraiment une nouvelle. C'est pas une nouvelle. Dis-moi. C'est une mise à jour de la première, c'est-à-dire que la publicité Facebook, c'est quelque chose qui change très vite, très souvent. Les pratiques évoluent sans arrêt, l'outil évolue sans arrêt, et donc j'ai lancé cette formation en ligne pour la première fois en début 2018. J'ai fait des petites mises à jour, mais c'était plus des leçons que je rajoutais et d'autres que j'enlevais au fil du temps. Et là, j'ai trouvé qu'il fallait que je fasse une refonte totale. Donc, c'était pas juste mettre des pansements et rajouter des choses, enlever des choses. J'ai tout réenregistré, j'ai repensé tout le contenu de A à Z. Et puis, j'ai amélioré aussi la qualité de production par rapport à la première version. Moi, je la considère comme la V2 de ma formation en ligne. D'accord, ok. Donc pour quelqu'un qui veut s'initier à la publicité sur Facebook et Instagram, c'est la formation qu'il faut, quoi, grosso modo, puisqu'elle est vraiment à jour. Tu as vraiment intégré toutes les nouveautés de la plateforme dans cette V2 de ta première formation. J'ai intégré non seulement toutes les nouveautés de la plateforme de ces derniers mois, mais j'ai aussi intégré toute mon expérience, puisque moi je fais pas que de la formation. Je fais aussi de l'opérationnel, donc je mets en place et je gère des campagnes pour des clients, et donc je manie l'outil au quotidien, et donc je peux tester des choses et je vois ce qui marche pas. Donc j'utilise beaucoup d'exemples de mes propres clients pendant cette formation en ligne, et puis j'ai aussi un podcast qui parle de publicité Facebook, qui s'appelle No Pay No Play, et dans ce podcast j'interviewe parfois des responsables d'acquisition de start-up, souvent qui sont assez dynamiques, qui font pas mal de choses en termes d'acquisition sur Facebook. Et du coup, j'intègre aussi ce que j'apprends de ces gens-là. Alors pour cette V2, là on va parler un petit peu concrètement, opérationnel, parce que c'est un petit peu l'objectif de ce podcast, de montrer un petit peu les coulisses des cours en ligne pour donner envie aux personnes de partager leur passion, de l'enseigner au plus grand nombre. Donc alors pour cette nouvelle V2, comment tu t'es organisé concrètement ? À quel moment tu as décidé qu'il fallait faire cette V2 ? Et après un petit peu comment tu t'es organisé au quotidien, comment tu as géré parce que c'est du travail supplémentaire qui se rajoute à tes missions et à tes clients de tous les jours. Donc quelle était un petit peu ta démarche et ta stratégie un petit peu pour mettre tout ça en place ? Alors, j'ai décidé de la mettre à jour il y a à peu près 6 mois, parce qu'en fait, je trouvais qu'elle n'était plus assez bonne. Et j'ai arrêté de la vendre, d'ailleurs. J'ai retiré il n'était plus possible de l'acheter sur mon site. Il y avait juste un bouton pour laisser son adresse mail et se mettre sur une liste d'attente. Parce qu'en fait, comme je fais des formations en présentiel aussi, mais pour le coup, les formations en présentiel, je les fais évoluer à chaque fois, puisque je veux qu'elles soient toujours à jour. La formation en ligne, c'est comme tu dis, c'est toute une organisation pour la produire, l'enregistrer et tout. Et donc, je peux pas la mettre à jour tous les mois. Et donc, à un moment, je me suis aperçu qu'il y avait un trop gros décalage entre ce qu'était ma formation en ligne et mes formations en présentiel. Donc, il y a 6 mois, j'ai arrêté de la vendre. Donc, je savais qu'il fallait que, si je voulais la remettre en vente, rouvrir les inscriptions, il fallait que je mette tout le contenu à jour. Sauf que la vie fait que, le travail fait que, c'était pas la priorité principale. Moi, la priorité, c'est quand même de servir mes clients, et j'ai la gestion de campagne, des audits, des strates, des formations, donc je suis assez occupé. Donc j'arrivais pas à trouver le temps de le faire. Et en fait, j'ai trouvé le temps de le faire pendant le confinement, parce que pendant une quinzaine de jours, mes clients ont arrêté toute leur campagne, m'ont demandé d'arrêter leur campagne, et j'avais 1 ou 2 projets d'audit, de strat, mais j'avais quand même pas mal de temps libre. Donc je me suis dit, c'est le moment, j'ai du temps, c'est aussi le moment pour les gens qui veulent se former de le faire. Et donc j'ai fait une captation live d'une formation que je faisais en visio pour des élèves d'un centre de formation à Paris. Et donc j'ai fait cette captation live sur 2 jours. Après j'ai fait un montage et j'ai publié, si tu veux, cette V2 que moi j'appelais une V2 bêta, une V2 spéciale confinement. C'est pas pour moi la vraie V2, il y a plein d'étapes. Et donc j'ai pendant le confinement sorti cette V2 spéciale confinement. J'ai vendu moitié moins cher que son tarif normal parce que je considérais que c'était pas du niveau de prod vidéo que je voulais. Et le confinement étant passé, et j'ai pu
j'ai aussi fait ça parce que je n'avais pas la possibilité chez moi d'enregistrer dans de bonnes conditions parce que j'avais ma femme et ma petite fille Bien sûr, de 2 ans qui étaient là, et donc voilà, c'était pas possible d'avoir le silence, de me mettre là où je voulais avec la lumière que je voulais. Voilà, bref. Donc après le déconfinement, j'ai pu retrouver un peu d'espace chez moi. Je me suis organisé, donc j'ai bloqué des plages de temps, j'ai bloqué des journées entières, parfois des demi-journées, au minimum une demi-journée, mais dans l'idéal une journée entière. Et parce qu'il fallait que j'aille m'installer dans mon salon. J'ai une assez grande bibliothèque et je voulais filmer devant la bibliothèque. Donc il fallait que chaque fois que j'enregistrais, que je mette une table, des livres, que j'ajuste la lumière, le son, le micro, bref. Il y avait une petite heure d'installation à chaque fois, donc le faire juste pour 1 heure ou 2, ça valait pas le coup. Donc voilà, je disais à ma femme, là, pendant toute la journée, tu sors, tu vas bosser ailleurs, tu peux pas être là et il faut que j'ai du silence, quoi. Donc j'ai fait ça, je crois, sur à peu près 4 journées complètes. D'accord. Et pour te donner un ordre d'idée en termes de temps, ma formation en présentiel, elle dure 2 jours. Et donc pour l'enregistrer, j'ai mis à peu près 4 jours. D'accord. J'ai aperçu qu'il fallait à peu près compter le double du temps. Double. Ouais, c'est ça. Le temps de s'installer, de se caler, de faire un peu des pauses de temps en temps parce que c'est impossible d'enregistrer 7 heures d'affilée. Et puis une fois que l'enregistrement a été fait, après j'ai aussi eu pas mal de temps de montage vidéo, de mise en ligne, de travail sur la page de vente, une séquence email, faire en sorte que tout ça se communique bien, que les différents outils communiquent bien entre eux, que ça se fasse de manière fluide, et tester aussi le processus de A à Z, du moment où je m'inscris à ma newsletter, par exemple, où j'ai des mails qui vont pousser vers la formation, m'assurer que tout était cohérent et que ça fonctionnait quand quelqu'un achetait, qu'il était avec les bons tags et qu'il recevait les bons mails, etc. D'accord. Ok. Donc effectivement, ouais, donc voilà, t'as vu la formation effectivement comme un tout et tu l'as testé avant, etc. Alors peut-être au niveau matériel, tu parlais effectivement qu'il faut compter à peu près le double par rapport au temps que ça dure en finale, finalement. C'est quoi un petit peu tes outils? Qu'est-ce que tu utilises pour capter ton écran, pour te filmer? Quels sont un petit peu justement tes outils pour produire un cours en ligne? Alors, pour me filmer, par rapport à la première version de ma formation, j'avais juste utilisé la webcam de mon ordinateur portable, ce qui était quand même pas l'idéal en termes de qualité d'image. Donc, j'avais investi cette fois dans une webcam externe, une Logitech HD. J'ai plus la référence exacte en tête, mais c'est quelque chose qui doit coûter, je sais pas, 200 €, peut-être entre 200 et 300 €. Comme logiciel, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Soapbox, comme une boîte de savon en anglais, qui permet c'est un logiciel web, un SaaS, qui permet de faire une captation à la fois de l'écran et de la webcam en même temps, et après de monter les deux, c'est-à-dire de dire là je veux pas pendant 1 minute, je veux que ce soit uniquement mon écran, après pendant 3 minutes je veux que ce soit ma tête, après pendant 5 minutes je veux que ce soit les deux. D'accord. Ce qui rend la formation un peu dynamique, parce qu'on m'avait fait des retours sur la V1 de ma formation, où là il y avait que du screencast, il y avait que mon écran, et on m'avait dit c'est intéressant ce que tu racontes, mais c'est quand même un petit peu austère, et c'est un petit peu difficile de garder son attention pendant des heures juste quand on voit un écran. Donc on m'avait dit ce serait bien que tu montes ta tête de temps en temps, chose que je voulais absolument pas faire parce que je trouvais pas ça très intéressant de montrer ma tête. Mais du coup là j'ai compris l'intérêt d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue d'attention. Donc quand je montre des choses sur mon écran, mais on voit que l'écran, et parfois je m'arrête et j'explique un truc pendant 3 minutes, là je monte ma tête parce que effectivement c'est plus facile de suivre quelqu'un qui parle que de voir un écran qui bouge pas. Voilà. Et en termes de micro, j'ai un micro cravate, un truc très basique que j'avais dû acheter 19 € sur Amazon. D'accord. J'ai pas la référence en tête, mais je pourrais te la donner si tu veux. Mais ouais, il y en a plein sur Amazon à partir de une vingtaine d'euros qui font bien l'affaire. Donc effectivement, tu as un équipement assez léger, webcam, la soapbox pour le montage, et puis ton micro pour avoir un son de bonne qualité. Donc puis à part ça. Voilà. Et après à part ça, rien d'autre. En termes de lumière, je m'étais arrangé pour dans mon salon, là où il y a cette bibliothèque, j'ai 2 grandes fenêtres, donc il y a pas mal de lumière naturelle. Donc je me mettais là, j'enregistrais surtout pendant les heures où il y avait une bonne lumière naturelle, pour ne pas avoir à investir dans des projecteurs ou des espèces de parapluies là qui font une lumière diffuse. Voilà, j'enregistrais sans projecteur.
Bon, du coup, d'une vidéo à une autre, c'est pas exactement le même éclairage, mais voilà, c'est le genre de choses qui, je pense, sont pas extrêmement importantes. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah bon, voilà, t'as quand même un équipement assez léger, et l'avantage c'est que avec la webcam, t'as peut-être un trépied où tu la bloques directement sur le haut de ton ordinateur ou Bloqué sur en fait, j'enregistrais avec mon laptop Ouais, et un écran externe, comme ça, je pouvais avoir à la fois mes slides et mes notes. Et d'accord, j'avais mis la webcam sur l'écran externe, d'accord. plus solide, plus stable. Et j'avais mis des livres sous mon écran et sous mon ordinateur pour que tout ça soit à une hauteur à peu près à la hauteur des yeux. Bon, d'accord. Donc système D et puis un investissement quand même assez minime finalement pour commencer. Exactement. Donc ça, effectivement, je trouve que c'est bien, c'est une bonne démarche. Il y en a beaucoup pour discuter avec plein de personnes qui veulent lancer leur cours. Effectivement, ils investissent souvent dans du matériel. Hein. Tu parlais des parapluies, etc. Même si on en trouve aujourd'hui des pas très chers, mais il y avait quand même une barrière à l'entrée quand même. Voilà, il fallait lâcher quand même pas mal d'euros avant de commencer. Mais en fait, tu t'aperçois que finalement, le son quand même est important, Oui, très important. Et effectivement, voir ta tête de temps en temps, même si des fois on n'est pas trop pour, mais c'est vrai que d'un point de vue pédagogique, c'est sympa. Et donc une petite webcam fait l'affaire, notamment celle. Je pense que je vois lequel modèle que tu as, donc elle fait HD effectivement, et la qualité est bonne, et donc ça marche très très bien. Enfin, si je peux donner un conseil aux personnes qui envisagent de faire un cours en ligne, c'est de ne pas justement trop se bloquer sur ces questions techniques, de plutôt bien travailler leur contenu, la pédagogie de leur formation. La partie technique, il y a un seuil évidemment, il faut pas tomber en dessous d'un certain seuil de qualité parce que on vend quand même un produit, donc il faut que les gens en face ils aient quelque chose qui a un bon son, qui a une qualité vidéo, on va dire minimum. Après chacun va mettre le seuil où il veut, mais voilà, moi je sais à peu près ce que je trouve acceptable. Et c'est pas la peine de chercher une perfection à 95 ou même à 100% parce que c'est pas nécessaire en fait. Ça va pour passer d'un niveau de qualité de 80 à 95%, ça va demander beaucoup de travail, peut-être de se faire aider par des gens pour de la captation, du montage, du matériel en plus. Et je trouve que ces 15% de qualité en plus sont pas essentiels si le contenu est bon. Moi, j'ai beaucoup misé sur la qualité de mon contenu que je pense être bon parce que ça fait 4 ans que je fais des formations et je les ai fait des dizaines de fois, donc je connais les blocages des gens, je connais à peu près les questions qu'ils posent. Pour moi, c'était ça vraiment le focus. Le reste, voilà, il y a une qualité minimum à fournir, mais c'est pas la peine de se prendre la tête pour être parfait. Justement, par rapport à ton contenu, donc c'est du contenu que finalement que t'as expérimenté, que t'as vendu sous la forme de formation présentielle traditionnelle, hein. Donc c'est un contenu que tu maîtrisais. Est-ce que le passage justement de tes formations présentielles vers un format online a été difficile, ou au contraire ça s'est fait tout à fait naturellement, et le fait d'avoir justement cet historique en tant que formation présentielle, ça t'a aidé aussi dans la construction de ton cours en ligne? Alors ça m'a énormément aidé puisque l'ayant fait des dizaines de fois cette formation, je maîtrise vraiment bien le contenu. J'ai quasiment pas besoin de notes. Je les ai plus pour vérifier que j'ai pas oublié quelque chose, mais j'ai pas besoin de les lire. Et moi j'ai pas du tout scripté ma formation. J'ai simplement un conducteur et je suis les slides, mais les mêmes slides que j'utilise en formation présentielle. Et sinon rien n'est scripté. Et je préfère ce côté parler naturellement, comme si je parlais à des gens. Donc, j'arrête pas de m'imaginer que derrière ma webcam, il y a des gens qui me regardent et qui m'écoutent et que je m'adresse à eux. C'est une bonne méthode, ça. C'est une bonne méthode. Oui, parce que j'ai vu des formations où tout était scripté et il faut vraiment que ça soit très 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 bien fait pour que ça marche. Si c'est pas très très bien fait, ça fait ça fait un peu faux, ça fait un peu figé, je trouve. Ouais. Et moi, j'aime pas trop. Donc voilà, moi j'ai pris le parti de parler naturellement. En termes de construction du cours, j'ai pas dû changer grand-chose par rapport à ma formation présentielle, si ce n'est parfois quand je pose des questions aux gens et voilà, en live, je leur pose une question et ils peuvent réfléchir, ils peuvent y répondre, et on discute. Bon là, c'est plus quand même unidirectionnel. Donc j'ai dû adapter un petit peu le contenu, mais à part ça, j'ai pas eu trop de changements à faire. Et le fait de parler devant une caméra, je trouve que c'est plus difficile que de faire une formation pendant 8 heures d'affilée. C'est fatigant de faire une formation pendant 8 heures d'affilée en présentiel, mais le fait d'avoir des gens en face et un peu d'interaction, ça casse un peu le rythme. Alors que là, c'est vraiment, je m'assois sur ma chaise et il faut que j'enregistre et il faut que je m'aperçois que j'ai bafouillé, donc soit je recommence, soit
je me fais une note pour savoir que je devrais couper cet endroit-là. Comme c'est quand même un contenu qui va être figé pendant plusieurs mois, parce que je vais pas le rechanger avant plusieurs mois, j'ai quand même envie que tout ce que je dis soit vrai, soit juste. En live, tu peux dire un truc et puis tu t'aperçois qu'en fait t'as dit une bêtise, tu peux te reprendre. Ouais. Voilà, il y a un truc un peu plus fluide. Et là, quand c'est figé, il faut que ça soit, il faut que tout soit bien. Il faut que tout ce que tu dis soit bien, parce que je vois déjà des gens qui peuvent isoler un clip de 20 secondes de ma formation et poster sur Twitter en disant il a dit une grosse connerie là, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc pour éviter ce genre de choses, j'essaie vraiment d'être carré. Ouais. Alors, tu as parlé des interactions justement qui se déroulent dans une salle de formation traditionnelle. Est-ce que déjà, est-ce que du coup, comment tu fais pour essayer d'avoir des interactions? Est-ce que tu proposes des exercices en parallèle de ton cours? Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux discuter avec tes étudiants, tes apprenants? Est-ce que tu as cherché des moyens justement à reproduire aussi quand même des interactions? Parce que c'est important en fait. Effectivement, te suivre en vidéo, c'est cool. Mais inéluctablement, ça va susciter aussi des questions, des interrogations, l'envie peut-être de faire des exercices. Est-ce que tu as intégré tout ça dans ta V2, dans ta nouvelle formation, enfin le prolongement de ta formation? Alors moi, en fait, quand on fait de la publicité Facebook, il n'y a pas vraiment d'exercice à faire, puisqu'en fait, l'exercice, c'est de créer des pubs Facebook et de les lancer. D'accord. Et les gens qui viennent, qui s'inscrivent à ma formation en ligne, c'est pas juste parce qu'ils s'intéressent d'un point de vue théorique aux Facebook Ads, c'est parce qu'ils ont besoin de savoir en faire. Donc, tout ce que je vais leur dire, ils peuvent l'appliquer directement dans leur gestionnaire de publicité pour créer une audience, créer un ciblage, créer une pub, analyser des résultats. Donc, ma formation n'a de sens que si on veut vraiment l'appliquer tout de suite. Sinon, vraiment, si vous voulez pas faire de la pub Facebook, ne suivez pas ma formation, ça n'a aucun intérêt. Il y a juste un truc un petit peu théorique, mais qui sert quand même par la suite, c'est de réfléchir à son persona, à son client idéal. Et donc là, je donne des pistes pour que les gens réfléchissent à leur client idéal, avec des questions auxquelles ils font répondre. Je montre des exemples de listes ou de mind map que différentes personnes que j'ai formées ont fait pour illustrer leur client idéal. Et donc ça, c'est un travail que j'encourage les gens de faire. Et là, pour le coup, on n'est pas dans l'outil Facebook, on est sur un doc ou sur une feuille de papier. Mais sinon, à part ça, tout ce que je dis est très concret et très applicable directement dans l'outil. Après, en termes d'interaction, je propose aux personnes qui s'inscrivent à la formation un groupe Facebook privé dans lequel ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et moi, je leur réponds. Parfois, c'est d'autres élèves qui ont un peu plus d'expérience qui vont leur répondre, qui vont donner leur avis, partager leur expérience. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le groupe Facebook, c'est vraiment j'aime bien cette petite communauté de nerds des Facebook Ads. On se retrouve un peu entre nous à partager des résultats, des captures de pubs, ce genre de choses. Voilà, pour ceux qui en font, c'est sympa. Et puis on fait un Facebook Live une fois par mois, où là, en général, je vais moi présenter un petit sujet. Ça peut être une dernière astuce que j'ai découverte sur la pub Facebook, un truc que j'ai fait pour un client, quelque chose que Facebook m'a recommandé de faire. Donc je vais partager ça. Et puis après, c'est j'ouvre le micro aux personnes qui sont sur le live et qui peuvent poser des questions, partager leur écran s'ils veulent, et je vais être là pour les aider. D'accord. Et puis j'ai aussi une formule premium sur la formation en ligne où je propose un coaching personnalisé avec les personnes qui, une fois qu'elles ont suivi la formation et qu'elles ont lancé des campagnes de pub, si elles veulent vraiment mon analyse, mes conseils très personnalisés pour leur campagne, je peux aussi faire ça. D'accord. Ouais, ok. Donc c'est intéressant. Donc tu as quand même ce groupe privé qui permet justement de prolonger la discussion et de répondre à des interrogations de tes étudiants. Oui, pour moi c'est indispensable parce que c'est un sujet qui est un peu technique. En gros, j'enseigne des choses sur le marketing, des choses techniques sur l'outil, et c'est pas réaliste de se dire que les gens, juste en ayant regardé des vidéos, que ce soit des vidéos de ma formation ou des vidéos tuto sur YouTube, et après ils seront autonomes, ils sauront exactement quoi faire. Justement, suite à la formation, une fois qu'ils appliquent les choses, c'est là où toutes les questions arrivent. En général, les questions, les gens les ont pas quand ils regardent mes vidéos, ils les regardent une fois qu'ils appliquent. Ouais, c'est clair. Et donc l'intérêt du groupe Facebook, c'est de pouvoir derrière suivre ça. Et souvent, les gens vont aussi me poser des questions par mail, et je vais leur demander gentiment de poster plutôt la question dans le groupe
pour que d'autres personnes qui auraient les mêmes questions puissent en bénéficier. Bien sûr. Ok. Et une petite question technique que j'ai oublié de te poser par rapport à l'hébergement de tous tes cours, tes vidéos. C'est sur une plateforme dédiée, c'est sur ton site. Quelle est l'option que tu as choisie? Moi, j'ai choisi une plateforme dédiée. C'est une plateforme américaine qui s'appelle Kajabi, Kajabi, qui est une solution tout en main pour l'hébergement des vidéos, le côté espace membre, où il faut un login pour accéder aux vidéos, et qui permet de libérer du contenu au fil du temps. Moi, quand quelqu'un achète la formation, tout le contenu n'est pas accessible tout de suite, parce que j'ai peur que les gens se noient, et j'ai peur qu'ils aillent un peu picorer dans différents modules, un peu comme ils ont envie. Et c'est pas trop comme ça que j'ai pensé la formation. J'ai vraiment une pédagogie, un fil conducteur, et je pars du plus simple, et plus ça avance, plus je vais vers des choses compliquées. Et si les gens commencent par la fin, j'ai peur que, en fait, ils y trouvent pas leur compte. Donc, je les force un petit peu en rendant disponible que les 2 premiers modules quand ils s'achètent. Et puis, au bout de 3 jours, il y en a un 3e qui est disponible. Et puis après, tous les 2-3 jours, il y en a un nouveau qui se libère. Comme ça, après, si les gens veulent attendre et préfèrent aller picorer comme ils veulent, je pourrais pas les en empêcher, bien sûr, mais j'essaie quand même de les guider. Et donc, cet outil Kajabi permet de faire tout ça, permet de faire des emailing, pour annoncer que justement tel module est disponible. Il permet de faire des pages de vente, un outil un peu similaire, un éditeur web similaire à ce qu'on a dans WordPress par exemple, tout à fait, construit avec des blocs de texte, d'images, des colonnes, des vidéos. Donc voilà, moi j'ai pris le parti d'utiliser cet outil qui est pas donné mais qui marche bien. D'accord. Bon, bah, écoute. Puis en plus, moi, j'aime bien l'idée de délivrer, en fait, au compte-gouttes et pas tout donner d'un coup. Et puis, avec cette notion de progression, effectivement, de pas aller directement à la fin, alors que c'est le début, il faut commencer vraiment étape par étape. Donc, la possibilité de créer une espèce de parcours un peu comme ça, je trouve ça intéressant, effectivement. C'est ça, moi, c'est comme ça que je le fais en live et c'est comme ça que je l'envisage. Et en plus, comme je l'ai fait vraiment beaucoup de fois en live, j'ai pu affiner ce truc-là, ce parcours. Et donc, je sais que si je commençais par, je sais pas moi, le copywriting publicitaire, avant de parler de ciblage, en fait, ça n'a pas trop de sens. Je vais griller des étapes. Il vaut mieux que je parle d'abord du ciblage. Pour parler du ciblage, il faut que je parle des personas. Et donc, tout ça, je le fais dans un ordre. Si les gens vont directement au copywriting publicitaire, ils vont se poser des questions auxquelles, en fait, j'ai déjà répondu dans les modules d'avant. Mais bon, parfois, j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai envie d'aller plus vite. Est-ce que tu peux tout libérer? Et dans ce cas-là, je disponible tout de suite. Il y en a toujours des comme ça, hein, mais c'est normal. Voilà, je suis pas non plus un ayatollah. Non, c'est bien Joseph, c'est bien Joseph. Alors peut-être dernière question, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de cristalliser finalement toute ton expertise sous la forme d'un cours en ligne? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce format-là? Qu'est-ce que tu trouves beaucoup plus difficile? Qu'est-ce que ça a certainement généré? Moi, je sais quand j'en ai fait, ça m'a posé pas mal de questions finalement sur ce que je savais, comment le rendre disponible, comment le rendre compréhensible. Parce qu'effectivement, quand tu es en salle, tu peux répondre aux questions. Là, tu les anticipes un peu parce qu'avec l'habitude, l'expertise, l'expérience, tu arrives à gérer tout ça. Mais qu'est-ce que tu as appris finalement sur ton expertise à travers la construction de tes cours en ligne? Juste, comme tu dis, le fait de le figer, ça t'oblige à être un peu plus rigoureux sur ton contenu, que ça soit sur les slides ou ce que tu dis en accompagnement de tes slides, ou sur les exemples que tu utilises. Tout doit être quand même très carré parce que ça va être figé. Et en live, tu peux rebondir, tu peux faire une pirouette si tu dis un truc sur lequel tu passes un peu vite. C'est pas possible une fois que c'est figé sur de la vidéo. Donc ça m'a obligé quand même à revoir un peu mon contenu et à le rendre encore plus carré, à être encore plus rigoureux, ce qui du coup me sert sur mes formations en présentiel, vu que c'est le même contenu. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le fait que pour créer et pour vendre une formation en ligne, ça demande un peu d'autres compétences que quand on fait de la presta en tant que formateur. Parce que souvent, la presta en tant que formateur, c'est des gens qui vont venir à moi pour me demander une formation et une fois que je leur ai expliqué ce qu'il y a dans la formation et qu'on s'est mis d'accord sur le prix, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Là, quand c'est en ligne, les gens, je vais pas forcément avoir une interaction directe avec eux. Parfois, les gens qui achètent, c'est des gens avec qui j'ai déjà échangé parce qu'ils ont répondu à une newsletter ou parce qu'ils m'ont laissé un commentaire sur LinkedIn et donc je vois à peu près qui c'est. Puis quand ils achètent, je suis pas si surpris que ça. Mais parfois, c'est des inconnus, des gens, j'ai jamais entendu parler d'eux. Donc je sais qu'ils me suivent quelque part ou ils m'ont trouvé sur Google. Et ça, je trouve ça assez gratifiant de se dire, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de m'appeler, de me poser des questions, ils me font suffisamment confiance
pour lâcher 500, 600 euros pour une formation en ligne parce qu'ils ont vu le contenu que j'ai fait sur mon blog ou sur mon podcast. Donc ça, je trouve ça très agréable, très gratifiant. Et donc, ce que j'aime bien dans la formation en ligne, c'est que ça demande des compétences un peu variées. D'abord, la partie contenu, pour vraiment affûter son contenu et sa pédagogie. Ça demande un petit peu de compétences techniques pour utiliser un nouvel outil. Moi, c'est Kajabi, une plateforme de mise en ligne qui est assez user-friendly. Mais bon, il faut quand même, il y a des enchaînements, il y a des séquences de mails à faire. Il faut être sûr que tout ça s'entremêle bien. Ça demande des compétences marketing parce que pour vendre la formation, pour la rendre attractive, il faut faire une page de vente qui mette en avant les bénéfices de la formation, qui puisse répondre à certaines objections, à certains freins que les gens peuvent avoir. Donc, faut réfléchir à tout ça, faut bien connaître sa cible. Il y a un travail de copywriting à faire, et je me suis fait aider sur cette V2 par quelqu'un qui est un copywriter professionnel. En fait, je trouve que le faire et vendre une formation en ligne, c'est quelque chose d'un peu, quelque part un petit peu entrepreneurial, qu'on n'a pas forcément quand on est freelance. Enfin, Oui. Je sais qu'il y a un débat, est-ce que quand on est freelance, on est entrepreneur? Pour moi, non. Pour moi, freelance, c'est le niveau zéro de l'entrepreneuriat, parce que on est quand même sa mini-entreprise, on est son propre patron, mais on ne fait que des prestations pour un client, on ne vend pas en général un produit, et on vend son temps. Et là, quand on fait une formation en ligne, on crée un produit, on fige sa connaissance dans un produit digital, et ensuite, ce produit, il faut le vendre. Et c'est pas exactement la même chose que de convaincre un client de nous prendre pour une mission ponctuelle. C'est légèrement différent. Donc, quand on y arrive, je trouve que c'est une satisfaction nouvelle, quelque chose qu'on n'a pas simplement même si on marche bien en tant que freelance. Ça m'a donné une satisfaction autre que celle que j'ai quand je fais des missions pour des clients. Ouais, non, c'est une bonne analyse. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis moi, j'aime bien ce côté aussi que tu as mis en avant, un petit peu touche à tout, tu vois. Effectivement, tu as plusieurs compétences on a peut-être de façon isolée, mais là, on est obligé de les rassembler autour d'un même produit, le cours en ligne. Et donc, du coup, c'est souvent des compétences qu'on a et qu'on actionne de façon indépendante les unes des autres. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Là, on est obligé de tout rassembler finalement, de penser l'avant, le pendant, l'après. Voilà, c'est le cycle d'un produit, quoi, finalement, de réfléchir à qui on va vendre tout ça. Donc, la démarche est différente, c'est vrai. Ouais, La démarche est différente et puis ça t'oblige à penser un peu à des nouvelles choses. Par exemple, quand tu fais une mission pour un client, quand tu lui parles tout au long de la mission, tu peux faire un petit débrief à la fin pour savoir s'il est content, s'il a besoin d'autre chose. Et comme tu as ce contact personnalisé, tu sais exactement, a priori, t'as pas de surprise sur le fait qu'il est content ou pas de toi. Et là, quand tu as quelqu'un qui achète une formation en ligne que tu ne connais pas, juste en mettant sa carte de crédit sur ton site, tu sais pas en fait s'il a une bonne expérience ou pas. Et donc, faut prévoir de le faire. Alors, il vaut mieux le faire de façon un peu automatisée parce que si on vend beaucoup de formations en ligne, c'est difficile de le faire en one-to-one, mais d'envoyer des mails automatisés. Moi, j'envoie un mail 2 jours après la formation en demandant aux gens, déjà en les remerciant d'avoir acheté, puis en leur demandant pourquoi ils ont acheté. Et j'ai un petit questionnaire où je leur demande, voilà, qu'est-ce que vous recherchiez, pourquoi vous avez eu envie d'acquérir cette compétence, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour le faire, est-ce que vous avez des envies, des besoins particuliers. Tout ça va m'aider, moi, à améliorer ma page de vente, notamment. Parce que les gens, s'ils me disent, avant, j'ai fait ci, j'ai fait ça et ça n'a pas marché, c'est des arguments que je peux réutiliser sur ma page de vente. Pareil, en fin de formation, j'ai un mail qui part avec un sondage sur, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la formation, notez-la, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qui vous a manqué, et tout ça, je vais m'en servir pour mettre à jour, améliorer le contenu de la formation. Et ça, c'est pas forcément des choses que je fais quand je fais des prestations live avec des clients. Je me suis découvert un intérêt pour l'emailing, par exemple, en construisant cette formation en ligne, et c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Comment on fait de la segmentation par mail, des séquences mail automatisées pour donner le bon contenu, amener de la valeur aux gens au bon moment, sans les spammer, sans justement envoyer du contenu qui va pas les intéresser. Et donc, voilà, comment on fait tout ça de manière la plus automatisée, la plus pertinente possible. Donc, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à ça. Voilà, j'avais pas besoin de m'intéresser à ça quand je faisais que des prestats pour les clients.
D'accord, ouais, c'est un effet collatéral d'un cours en ligne intéressant, effectivement. C'est ça. Et peut-être qu'un jour, je ferai une formation en ligne. C'est ce que j'étais en train de penser. Sur l'emailing. Voilà, les bons réflexes de freelance ou entre guillemets entrepreneur. Voilà, ce qu'on a appris finalement, on peut toujours après l'enseigner sous une forme quelle qu'elle soit. Ok, bah écoute Joseph, merci pour ton temps, merci pour tes retours d'expérience. Hyper intéressant. Et puis, bah, écoute, on va souhaiter plein de belles choses pour ta formation, qui sera accessible sur ton site. Tu peux peut-être rappeler comment on te trouve. Alors, mon site, c'est neomedia.io, et pour accéder à la formation en ligne, c'est neomedia.io/FAMC, pour Facebook Ads Masterclass. D'accord. Neomedia.io FAMC. Et on peut te retrouver aussi régulièrement dans le podcast. Oui, mon podcast qui s'appelle No Pay No Play, qui est disponible sur toutes les plateformes et dans lequel je parle j'essaie de vulgariser un peu la publicité Facebook pour les gens qui veulent s'y mettre sans forcément investir dans une formation, qui veulent un peu avoir les bases. J'ai une petite revue de presse sur l'actualité de la plateforme Facebook et je réponds à des questions d'auditeurs aussi. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon site ou sur LinkedIn, sur Twitter, et je réponds à peu près à toutes les questions que je reçois. D'accord. Bah écoute, un grand merci à toi en tout cas. À bientôt. Merci Dominique. À bientôt.